Bonjour, bienvenue pour cette séance du Royaume des Abysses. Bienvenue, je m'appelle Alan Chic, je travaille ici à l'équipe de programmation et c'est un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que c'est un film qu'on a vu il y a presque un an déjà et on avait vraiment hâte de vous le montrer en 3D en plus parce que vous allez voir, ça vaut le coup. C'est une séance un peu spéciale pour nous parce qu'on a décidé de faire un nouveau cycle dédié au cinéma d'animation, aux techniques de cinéma d'animation. Et donc là, c'est la première séance du cycle sur le Royaume des Abysses. Et à l'issue de la séance, il y aura un podcast. Alors je vous rassure, c'est audio, c'est un enregistrement. On va débriefer de la séance ensemble. On a deux intervenants que j'appellerai tout à l'heure. On va un peu parler de technique, de cinéma 3D. Je vais quand même vous dire quelques mots sur le film parce qu'il sort pas de nulle part. C'est un film qui a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Tian Xiaopeng. Je m'excuse pour la prononciation. Et c'est un réalisateur chinois qui, c'est pas son premier film d'animation. Et en toute honnêteté, nous, exploitants, programmateurs de salles, ça fait longtemps qu'on voit des films d'animation chinois. C'est pas quelque chose qui est nouveau en Chine de faire de l'animation, mais c'est vrai que les films qu'on voyait jusqu'à présent, il manquait toujours quelque chose. Soit ils n'étaient pas très bien réussis visuellement, soit le scénario avait quelques lacunes, ou au niveau du rythme, au niveau des personnages, c'était un peu trop confus. Là, on a vraiment une proposition singulière qu'on est très fiers de vous montrer. Et le film a mis 6 ans pour être fait, donc c'est dire, 6 ans c'est énorme, hein. C'est dire la quantité de travail qu'ils ont dû mettre là-dedans, et pourtant ils avaient les moyens financiers, humains pour le faire. C'est un film qui a rapporté, enfin pas rapporté, mais qui a eu 20 millions d'entrées en Chine. Il est sorti l'année dernière pour le Nouvel An chinois de l'année dernière, ce qui le place dans on va dire, le bas du panier des films à gros entrées. Un gros film en Chine c'est 90 millions d'entrées plutôt, mais 20 millions d'entrées en Chine, par rapport à la France, nous, 20 millions d'entrées, c'est Titanic. C'est un des films les plus vus en France. Donc c'est dire un peu la démesure, en tout cas la différence d'échelle. Et le réalisateur, il cite, quand on lui demande ses sources d'inspiration, alors il cite des choses que nous, on connaît bien en Occident. Il cite Alice au Pays des Merveilles, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, l'Odyssée de Pi. Et vous allez voir que si vous connaissez les films de Miyazaki, je pense notamment au Voyage de Chihiro, vous allez y retrouver des similitudes. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois pris des références, on va dire, occidentales, et qui a ajouté un traitement visuel typiquement chinois. En tout cas, il s'est inspiré de l'impressionnisme chinois, et ce qui donne au film son aspect pictural vraiment saisissant et en tout cas unique. Et ce qui m'amène au dernier point de ma présentation sur la 3D. Moi, je suis pas un turiféraire absolu de la 3D. Je trouve que c'est bien quand elle est faite pour le film, mais j'estime que c'est plus un gadget qu'autre chose. Et là, en l'occurrence, le film a été fait pour être vu en 3D. Et vous allez voir que ça prend tout son sens en 3D. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que vous allez le découvrir dans le film. Et là, on arrive au moment technique. Si vous connaissez un peu cette salle, vous savez qu'on a changé de projecteur de la salle 1 récemment, il y a 2-3 semaines. On est encore en cours de rodage. Avant, on avait une technologie ancienne qui s'appelle la lampe à xénon. En fait, tout simplement la lampe que vous aviez chez vous, la petite ampoule. Sauf que nous, on l'avait, elle était beaucoup plus grosse. Et c'était ça qui envoyait de la lumière et qui projetait l'image. Le problème avec les lampes, et surtout avec la 3D, c'est que la 3D, elle envoie 2 images. Une image pour votre œil gauche, une image pour votre œil droite. Et après, votre cerveau les superpose et on a ce sentiment de relief. Donc, qui dit 2 images, dit 2 fois plus de lumière. Et donc, si vous voulez un film 3D qui soit bien, qui claque, il faut que vous ayez une grosse lampe. Or, au bout d'un moment, la physique fait que les lampes, on ne peut pas les faire grossir à l'infini. Il y a quelques années, une technologie a émergé qui va être le futur, qui s'appelle le laser. Vous avez 3 lasers, un rouge, un vert, un bleu, qui font l'image. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, avec le laser, on a des échelles de puissance qui sont incomparables. On est beaucoup plus puissant avec le laser. Donc là, vous allez voir un film en laser, donc vous allez voir que l'image, elle va pas perdre en luminosité. Et ça nous a contraint de changer de technologie de lunettes. On est passé à la technologie active, c'est-à-dire que ces lunettes, elles sont connectées au projecteur. Avant, c'était pas le cas, elles étaient passives, et les problèmes qu'on peut avoir, c'est que la batterie. Donc nous, on les a chargées, là, ça fait une semaine qu'on les charge. Donc on espère que ça va bien se passer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un podcast, donc je vais appeler, s'il vous plaît, et accueillez-les chaleureusement, Maud Gassel et Simon Legloan, qui font partie du podcast en intervalle. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Alan pour cette intro et puis merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc peut-être on va pas vous parler longtemps avant le film, on va plutôt revenir après pour discuter avec vous. Juste peut-être quelques petits mots sur En intervalle. Donc on est un podcast qui existe depuis 2-3 ans maintenant. L'animation sous toutes ses formes. Et on est ravis d'être en partenariat avec le Méliès pour ce petit cycle de films qui va revenir sur différentes techniques, différentes manières de montrer de l'animation. Ce qu'on va vous proposer en fait tout à l'heure, c'est de revenir sur le film évidemment, d'en parler nous, puis d'en parler avec vous aussi. On est très curieux de savoir ce que vous allez en penser. On est aussi curieux de savoir ce que nous on va en penser, ce qu'on l'a jamais vu en 3D. Donc voilà, c'est une séance qui va nous permettre de redécouvrir le film.
Et on va aussi parler un petit peu de cinéma en relief, en fait, de manière plus générale. C'est ce qu'on fera un petit peu à chaque fois qu'on viendra sur la question de la technique. Donc on reviendra sur la place, justement, du relief dans l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Maud. Rien spécialement sur la question du relief, mais effectivement sur la question des techniques, on reviendra donc dans quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas exactement. Le 21 avril. Le 21 avril, parler de la rotoscopie, qui est une autre technique, et encore après, on parlera de l'animation sur celluloïd, qui est une technique plus ancienne. Donc voilà, si ça vous intéresse d'un petit peu balayer l'animation sous toutes ses formes, donc c'est vraiment notre slogan, ça se correspond très bien. Mais ici, effectivement, on va parler de 3D et de 3D relief en particulier. Donc c'est une technique qui est, donc vous avez vu, elle est ancienne puisque 2007, cette pub d'Haribo, elle est vieille et c'est une pub en animation, donc on pourrait limite en parler. Mais voilà, donc c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui. Mais ce film-là, je pense, c'est une version assez perfectionnée et beaucoup moins attractionnelle de la 3D. Donc je pense que c'est un film très intéressant, notamment parce qu'il y a la technologie laser qui va vous permettre d'en profiter sans assombrissement de l'image. D'habitude, les images 3D sont sombres, elles sont dédoublées, etc. Donc là, on espère que les qualités de projection seront vraiment bonnes, et je pense que ça sera le cas. Et donc c'est intéressant, depuis Avatar 2, depuis ce film-là, de voir le perfectionnement de la technique qui s'est un petit peu émancipé de son aspect attractif. Et donc je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir vraiment la 3D relief comme vraiment un moyen d'expression supplémentaire et non plus seulement un effet waouh, en fait. Même si évidemment il y a cet effet waouh qui est important et qui, je pense, contribue à l'intérêt du film aussi. On vous laisse découvrir le film du coup, et puis on se revoit juste après. Donc bonne séance à toutes et tous, et puis à tout à l'heure. Bonne séance. Bonne séance. À tout à l'heure, bonne séance. Et pour les lunettes, voilà, on va tous prier pour que ça fonctionne, hein, parce que là, vous avez compris. Débrief avec Maud et Simon qui ont préparé cette séance et qui ont des choses à vous dire. Et à l'issue de ça, ou même pendant, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole, que ce soit pour poser une question ou juste un ressenti. On est très curieux d'avoir votre ressenti. Et on va vous donner un micro parce que c'est enregistré audio, je répète. Donc voilà, il faudra bien parler dans le micro. Maud, Simon, c'est à vous et on rallume la salle. Voilà, et n'hésitez pas à nous couper, ou alors si on est en train de parler, n'hésitez pas à lever la main et puis on finira notre phrase rapidement et puis on vous laissera après intervenir. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire part de vos impressions ou quoi que ce soit. Bon bref, Simon, je te laisse. Ouais, surtout que normalement nous on enregistre entre nous le podcast, et là vu qu'il y a des gens, c'est chouette de discuter avec vous, quoi. Pour commencer, juste peut-être un peu de développement sur le contexte de production du film et sa place justement en tant que film d'animation chinois important. En fait, il y a deux studios principalement qui ont bossé sur le film. Il y a donc October Media qui a été cité donc, au début du film et à la fin dans le générique, et Colorum. Et ces deux studios, ils ont un lien qui est intéressant. October Media, en fait, c'est un studio d'animation 3D qui existe depuis 1999, qui a été fondé du coup par Tian Xiaopeng, qui est le réal du film. Mais à la base, donc, ils ne faisaient pas nécessairement de long métrage. Ils faisaient vraiment de la 3D, donc effets spéciaux, du jeu vidéo, de la publicité. Enfin, il y a plein d'occasions de faire de la 3D. Mais ils ont fait un film d'animation 3D, donc réalisé par Xiaopeng déjà en 2015, qui s'appelait donc Monkey King: The Hero is Back. Et ce film, il a vraiment tout explosé en Chine quand il est sorti. Il a fait des scores complètement fous. Il était d'ailleurs le premier film d'animation en Chine pendant 1 an, avant d'être dépassé par je ne sais plus quel Disney. Et donc c'était Zootopie qui arrivait après. Ouais, je crois Zootopie. Et donc en fait c'était un événement qui était encore jamais arrivé en Chine. Et donc ça a lancé comme ça une espèce de naissance, de croissance, d'une envie de faire du film d'animation 3D important en Chine. Et à ce moment-là, donc, il y a une grande corporation chinoise qui s'appelle Beijing Enlight Media, qui a racheté plein de studios et qui s'est dit on va faire en sorte d'avoir l'équivalent d'un Pixar en Chine, en gros. Et donc, ils ont créé Colorum. Et Colorum, c'est donc une espèce de gros studio qui est surtout producteur et distributeur de plein de films d'animation chinois, dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières années, parce qu'ils sont aussi sur des films comme Big Fish et Begonia, par exemple, qui a fait un peu parler de lui il y a quelques années, 2-3 ans, je crois. Et sur aussi les films de Liu Jian, par exemple Have a Nice Day, qui était aussi un film très intéressant, je trouve. Et donc là, ils sont sur, effectivement, ce nouveau film de October Media, qui est donc le deuxième film de Xiaopeng, et qui est donc évidemment très attendu en Chine, parce que c'est le retour de celui qui a fait naître
le cinéma d'animation 3D en Chine sous sa forme la plus explosive en 2015. Quoi. Donc ce film, quand il arrive en Chine l'année dernière, il est très très attendu. D'ailleurs, c'est très attendu, notamment dans la date de sortie. Quand ça sort au Nouvel An chinois, ça fait partie des très rares vacances nationales, au niveau national en Chine, où toute la famille se rassemble, et c'est à ce moment-là que les films cartonnent traditionnellement en Chine. C'est-à-dire qu'en France, c'est pareil. En fait, c'est pareil qu'en France. C'est-à-dire que les films de Noël et les films de l'été cartonnent. En Chine, voilà, il y a une semaine de vacances à peu près au moment du Nouvel An chinois. Et en fait, si vous voulez qu'un film explose tout au box-office, il faut qu'il sorte pendant cette période-là. Donc il n'y a que des gros films dans lesquels les distributeurs croient énormément, qui peuvent sortir pendant cette période. Donc le simple fait que ça sorte le 22 janvier, c'est révélateur de la place que le film avait au sein de l'industrie déjà. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué parce qu'il a carrément cartonné aussi. Je crois qu'il n'est pas loin d'avoir fait les mêmes chiffres que le Monkey King en 2015. Donc voilà, ça continue sur cette lancée. Et ça va devenir visiblement, en fait, October Media et Xiaopeng vont devenir vraiment des studios et réalisateurs références en Chine, et ça ne devrait pas être le dernier de la série, entre guillemets. D'ailleurs, il y en a déjà un prochain qui est annoncé, qui est la suite de Monkey King a priori, qui n'a pas de date de sortie annoncée, mais qui devrait arriver, j'imagine, d'ici 1, 2, 3 ans. Peut-être avant de continuer de parler de 3D, etc., peut-être, Maud, toi, ton ressenti, tous les deux, on l'avait déjà vu, mais sur un ordi. Moi, perso, c'est un ordi portable, avec des sous-titres en anglais, et pas aussi. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui n'étaient pas traduits dans les sous-titres. Tout ce qui était le texte à l'écran, notamment les SMS au début, ces choses-là n'étaient pas traduites pour moi. Donc j'ai vraiment redécouvert le film, et je voulais savoir, donc toi, tes impressions sur ce nouveau visionnage. Alors moi, effectivement, je pense qu'on a vu la même version, sachant que si vous voyez un film sur un ordinateur, contrairement en salle de cinéma, donc on vous invite à ne pas pirater les films et à les regarder en salle, notamment au Méliès. Mais c'est pour la partie un petit peu corporate. Non, mais en fait, un fichier, par exemple, de 2 à 5 gigas que vous allez pouvoir télécharger, c'est un fichier qui va être largement réduit. Un DCP, ça pèse 500 gigas, 100 gigas. Donc en fait, on est sur des tailles de fichiers qui n'ont rien à voir. Et ça se voit notamment... Vous avez vu que le film, il y a beaucoup de petits points, comme du sable. Il y a plein de moments où l'animation, on dirait que c'est du sable numérique comme ça. Bon, ça, sur un fichier numérique ou sur Netflix, ça va pas du tout passer en fait. La manière dont l'image numérique va économiser de la place, justement, elle va l'économiser sur ce genre d'amas de pixels. Et elle va en faire des sortes d'aplats. Donc en fait, le film, qui repose énormément sur cette profondeur de couleurs, sur cette variété de textures, sur cette diversité, ce foisonnement, ce mouvement, ça disparaît complètement si vous le regardez sur un écran, sur un DVD. Je pense qu'un Blu-ray, ça peut aller, mais voilà, on est quand même sur un visionnage qui, en salle en tout cas, révèle une autre facette du film, qui est une facette technique, et qui, moi, m'a beaucoup marqué, et m'a fait complètement reconsidérer le film, en fait. Le film, techniquement, et je pense que ça rejoint ce que tu dis un petit peu, Tang Xiaopeng, ça démontre vraiment, et October Media, une sorte de... Il y a quelque chose de l'ordre de la démonstration technique, avec énormément de techniques utilisées. Il va y avoir de la 2D, de la 3D, de la 3D à 24 images, de la 3D à 12 images secondes. Enfin, il y a un foisonnement à la fois de techniques utilisées, à la fois de textures, à la fois de profondeur, de mouvement. Tout est élastique, il n'y a rien qui est immobile dans le plan. Tous les personnages, je sais pas, quand le cuistot au début il apparaît, il est complètement déformé, il a sa lèvre comme ça qui fait 15 cm de long, enfin, c'est très étrange. Il y a un truc comme ça de l'ordre de la surenchère permanente dans le film qui rend le film à la fois irregardable, enfin, c'est-à-dire qu'il est très compliqué à regarder, enfin, il faut s'accrocher quand même, c'est-à-dire que c'est tout le temps une histoire, tout le temps un rebondissement au sens très littéral du terme, puisque les personnages n'arrêtent pas de rebondir et de s'élasticiser, de se reprendre leur forme, de disparaître, de se désagréger en sable, de reprendre leur forme, etc. Donc il y a quelque chose de complètement chaotique dans le film et en même temps d'extrêmement maîtrisé, quoi. D'un point de vue technique, il y a quelque chose d'absolument bluffant. Enfin, moi, le film graphiquement, je trouve que j'ai rarement vu des films aussi techniquement réussis. Alors après, est-ce que c'est réussi en termes de scénario, etc. Finalement, moi, je pense que oui. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est complètement délirant, et ça vient aussi dans la 3D. J'avais rarement vu des films où la 3D était aussi impeccable ou maîtrisée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet de profondeur qui va être utilisé. Tu m'avais dit que la 3D, c'était un processus assez simple à mettre en place pour la 3D relief, pour un film d'animation en 3D, justement. En fait, c'est relativement simple au sens où, quand on fait un film 3D,
on le travaille sur ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille dans une zone virtuelle, mais qui va simuler un environnement réel, en fait. Et donc, finalement, à la différence de la 2D où on va créer en fait une image, on va créer un dessin ou une image fixe par une autre technique. En fait, le cinéma 3D, globalement, c'est l'idée d'avoir, au lieu d'avoir un œil, au lieu d'avoir une caméra qui sera un seul œil, on doit avoir en fait 2 caméras pour simuler les 2 yeux. En fait, D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de fermer un œil pendant la projection? Vous avez vu que l'image d'un coup s'aplatit. C'est assez. Moi, j'ai fait ça un petit peu de temps en temps, ouais. parce que parfois ça aide à se faire reposer un peu les yeux, parce que ça reste une technique qui peut parfois faire mal à la tête. Et donc c'est très parlant. Si vous fermez un œil pendant un film 3D, le prochain que vous irez voir, si vous n'avez pas fait ça pour cette séance, ça va vous permettre de vous rendre compte que d'un coup l'image s'aplatit, et quand vous ouvrez le deuxième œil, d'un coup l'image reprend sa profondeur. Et c'est très parlant donc par rapport à ce que je disais sur les 2 yeux, parce qu'il y a 2 images, une pour l'œil droit et une pour l'œil gauche. Et du coup, effectivement, il faut s'imaginer que dans un film 3D, en fait, devant l'environnement 3D qui était créé par les techniciens qui étaient sur le film, au lieu d'avoir en fait un point de vue qu'ils ont situé quelque part dans l'environnement 3D, ils en ont mis 2. Ce qui fait qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, faire de la 3D dans un film d'animation en volume, faire du relief, du coup, c'est pas quelque chose de si compliqué. Par contre, c'est encore relativement rare que ce soit pensé en amont. C'est-à-dire que quand on pense la 3D en amont, forcément, la mise en scène ne se pense pas de la même manière. Le cadre ne se pense pas pareil, et même la projection sur l'effet que le film va rendre sur le spectateur, la spectatrice, n'est pas le même. Donc la 3D dans le Royaume des Abysses, c'est vrai que quand on voit le film, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de pensé, quelque chose qui va nous raconter quelque chose par rapport à ce relief. Et notamment, je trouve que c'est très visible, et je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, sur tous les effets de particules qui font qu'en fait, on est en permanence comme à l'intérieur d'un espèce de bain avec plein de microparticules partout, d'effets aquatiques, et qui permettent au film d'aller vraiment travailler un motif qui va, je trouve, creuser presque comme une espèce de, pas de thèse, mais de commentaire étendu sur l'eau dans l'animation, quoi. Et je trouve que le relief, pour ça, c'est hyper intéressant, parce que là, c'est l'eau dans l'animation, et le film va essayer de nous envelopper dans un corps étranger qui serait donc ce corps aquatique, quoi, et qui va pouvoir nous envelopper en étant, en s'étalant en permanence entre le sujet à l'écran et nous. Et ça va permettre de ne pas saturer le cadre, mais d'avoir quand même un truc qui est omniprésent sur toutes les couches de profondeur possibles. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle nous, quand on a vu le film en 2D sur nos fichiers, le film a un côté très difficile à appréhender parce que l'image complètement aplatie met à égalité tous les éléments du cadre. Ouais. Alors qu'en fait, donc c'est-à-dire que les effets de poussière et de particules et de petites bulles qu'il y a en avant-plan dans le film vont être au premier plan parce qu'en fait, il y a qu'un seul plan. Enfin, bon, il y a plusieurs plans. On ne va pas rentrer dans les détails, mais là, avec la 3D, on peut choisir un petit peu en tant que spectateur, spectatrice, où est-ce qu'on va regarder. Est-ce qu'on va regarder le dernier plan, le premier plan, le plan du milieu? Et en fait, ça permet de donner aussi une liberté au regard qui autrement est complètement saturée. D'où l'intérêt de penser directement l'animation en 3D en amont. Donc je pense que ce film-là, vous l'avez vu dans des conditions vraiment optimales, dans le sens où, alors en salle de cinéma déjà, ça doit être beaucoup mieux que le fichier que nous on a vu pour des raisons d'encodage et de qualité du fichier en général. Mais je pense que la 3D ici, elle est pensée dès le début, et je pense que c'est aussi pour ça que le film a mis autant de temps à se faire. Parce que tu disais que la 3D était simple à faire. Donc c'est vrai que d'un point de vue purement théorique, c'est simple. C'est-à-dire qu'il suffit juste de dire, il y a une deuxième caméra. Contrairement à un film en 3D en prise de vue réelle, où il faut acheter une deuxième caméra, la mettre sur le tournage, et c'est tout de suite extrêmement compliqué. Alors qu'en 3D traditionnel, il suffit juste de dire au logiciel, mets-moi une caméra à côté, et hop, le logiciel le fait en à peu près 30 secondes. Là où ça prend pas 30 secondes, c'est que du coup, il y a 2 fois plus d'images à rendre, et donc le rendu, pour vous expliquer rapidement, c'est-à-dire qu'on va animer un film, donc en gros on va imaginer des bonhommes bâtons, et après on va lui dire au logiciel, tu vas me rendre ces bonhommes bâtons, tu vas leur mettre de la fourrure. Et en fait il y a un ordinateur qui va calculer, comme un jeu vidéo ou comme je sais pas quoi, qui va calculer image par image la position de chaque poil, de chaque fourrure, de chaque animal. Donc ça c'est des choses qui prennent énormément de temps, qui demandent énormément de puissance de calcul, et donc souvent les studios comme Pixar, Disney, et du coup, je suppose October Media, ils ont des énormes bases de données et des énormes serveurs où en fait ces trucs-là, ils vont tourner en permanence et ils vous rentrent des centaines de milliers de gigaoctets de données pour juste faire le film. Donc en fait, le simple fait de le faire en 3D double la quantité de calcul, le temps de calcul et le poids du film. Donc en fait, ça rend le film... En fait, techniquement, c'est un film de 4 heures en fait, qu'ils ont fait.
C'est juste qu'ils ont mis 2 fois le film dans un... Enfin, c'est un peu bizarre d'y penser comme ça, mais en termes de quantité d'images, ils ont produit 4 heures d'images qui sont condensées en 2. Donc en fait, c'est des films qui sont absolument... un film, ça dure pas... Les films d'animation en 3D durent pas 4 heures pour une raison simple, c'est que c'est très 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 long de rendre une seule image en 3D. Parfois, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure. Donc vous imaginez le nombre d'images qu'il y a dans ce film. Vous imaginez que si chaque image a pris une demi-heure à être rendue, bah vous pouvez faire le calcul, ça fait beaucoup de demi-heures. Bon, après, c'est optimisé de sorte à ce que le film ne soit pas rendu en 4 ans, parce que justement, il y a tout un tas de techniques qui sont utilisées. Je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais voilà, c'est des choses qui sont très longues et très complexes techniquement, mais juste d'un point de vue de quantité brute. C'est simple théoriquement, mais compliqué dans la pratique. C'est pour ça que, par exemple, les Pixar et les Disney sortent assez peu en 3D, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont très, très, très compliquées à faire dans les faits. Et je pense que ça, c'était vraiment une sorte de tour de force que le studio voulait mettre en place, de montrer que du début à la fin, il y avait une sorte de savoir-faire, de capacité technique, une sorte de s'asseoir comme le studio qui est capable de faire un film de 2 heures en 3D et qui en plus est un film qui foisonne de partout, donc qui est très compliqué à rendre. Je voulais juste faire une intervention. Moi j'ai vu le film en 2D et en 3D, et en 2D c'est illisible quasiment. Ah voilà, on est tous d'accord du coup. Et beaucoup de gens dans la profession, je parle de programmateurs qui ont vu le film en 2D, ont fait un rejet du film. Et comme le disait si bien Maud, vous l'avez vu vraiment dans les meilleures conditions possibles, et je pense en accord avec ce que le réalisateur voulait vous montrer. Et pour prolonger ton idée sur les films 3D qui sont coûteux et compliqués à fabriquer, il y a un an, on a vu un film 3D qui faisait plus de 2h30, qui s'appelait Avatar 2, à part les 20 premières minutes où c'était en prise de vue réelle, tout le reste était de la 3D. Et tu parlais d'eau dans le film, et effectivement, Avatar 2 se situe sous l'eau quasiment tout le temps. Et la 3D est complètement justifiée dans ce cas-là pour rendre cet effet de profondeur dans l'eau. Et non, mais voilà, c'était un commentaire sur ce que tu disais sur ça. Bah oui, c'est difficile de ne pas penser à Avatar 2 quand on voit ce film-là. Enfin, moi, je préfère largement ce film-là, Avatar 2, que j'ai détesté, pour plein d'autres raisons dans lesquelles on va peut-être pas rentrer, mais voilà. Mais effectivement, le motif de l'eau revient souvent dans la 3D en général, et la 3D relief en particulier, parce que ça permet en fait de développer de la profondeur. Enfin, un personnage qui va nager, il peut avancer de l'avant-plan au troisième plan, au premier plan, sans avoir à voler. On n'a pas à inventer un truc un peu compliqué pour avoir des personnages qui volent de partout. Alors bon, là, les personnages, ils volent de partout dans l'eau et hors de l'eau aussi. Mais bon, bref, l'eau, ça aide à créer de la profondeur, à créer des particules. Et puis de manière générale, en fait, l'air est plus vide que l'eau qui est remplie c'est-à-dire il est rempli de partout en fait. Parce que les créatures qui s'y déplacent sont nombreuses, elles circulent déjà en 3D en fait. Alors que en général, nous sur le sol, on se déplace plutôt en 2 dimensions, ce qui fait que c'est moins foisonnant, c'est moins intéressant. Et pour ce genre de projet. Et je trouve que effectivement, donc ce côté commentaire sur l'eau, ce que j'adore avec ce film, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de liquide partout dans le film. Que ce soit de l'eau, de la bave, de la gelée, même toute la nourriture en fait est beaucoup mise en avant comme un peu aquatique. Ça s'étend même aux personnages, et les personnages effectivement deviennent totalement élastiques. Et au-delà de ça, en fait, ce côté aquatique leur permet d'avoir une espèce d'insolence permanente dans la quantité de choses qu'ils animent. Effectivement, il y a ce côté tour de force où les personnages, ils vont jamais, dans le film quasiment, jamais s'arrêter à un mouvement fonctionnel. Ils vont jamais faire une action juste pour faire cette action. Ils vont la faire et ils vont se déformer dans tous les sens. Ils vont y ajouter des effets caricaturaux de visage. Même pour allumer sa clope, le clown, il fait n'importe quoi en fait. Il est comme ça avec la clope, il allume, il claque des doigts. Enfin, c'est absurde en fait. Personne n'allume sa cigarette. Je crois qu'il y a une main qui se lève. Je dis simplement que le sujet, c'est simplement de l'onirisme, c'est du rêve et du fantasme. Là, le fait d'être dans l'eau ou dans l'air fait que le mouvement suit complètement l'idée fantasmée, onirique du rêve. Oui, bien sûr. Totalement, ouais. En fait, ça va, je trouve, tout à fait avec ce côté élastique. Et d'ailleurs, il y a toujours eu presque à l'essence de l'animation au cinéma cette idée du rêve et du fantasme comme point de départ, du fait de faire bouger des objets inexistants, de les mettre en mouvement. Enfin, c'est un peu facile et cliché de dire ça, mais le film qui est le plus souvent cité comme premier film d'animation, c'est le film Fantasmagorie de Emile Cole, et c'est plein de formes, plein de bonhommes fil de fer qui se déforment et qui se transforment en permanence selon les désirs de leur créateur. Et du coup, effectivement, là, il y a aussi ce côté rapport à l'animation brute,
qui serait en fait cette espèce de déformation qui suivrait pas les règles physiques de la réalité, mais qui suivrait le rêve, le désir profond et qui dépasserait les barrières du corps physique du monde réel en fait. Et là je trouve qu'il y a un peu de ça, surtout dans ce personnage clown et du patron de restaurant, mais qui s'étend un peu à tout le film au final. Alors, je veux rembobiner un petit peu, c'est par rapport à la 3D, effectivement, qui est assez phénoménale. Et aussi ce que vous disiez en tant qu'exploitant, déjà je voulais vous remercier de projeter le film en 3D, puisqu'en fait, comme vous l'avez dit, ce film a été conçu pour la 3D et exploité en 3D. Par contre, il est visible en 3D absolument nulle part. C'est-à-dire que l'ensemble des exploitants français, vous avez peut-être dit qu'ils ont dit lors du congrès qu'il fallait absolument le voir en 3D. Mais moi, j'ai dû appeler le distributeur français pour savoir dans quelle salle il était projeté en 3D. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette séance qui est en 3D. La preuve, après, vous le projetez d'ailleurs en 2D. Donc, c'est assez ahurissant d'avoir un film qui est comme ça, on voit, qui est fait pour la 3D, qui est conçu en 3D, et qui, je veux bien le concevoir, est absolument invisible en 2D, puisque on est noyé par des plans qui sont complètement écrasés avec les textures, etc. etc. C'est même assez fatigant d'ailleurs à la voir en 3D. Il se passe tellement de choses, c'est que des mouvements, les personnages sont secoués en permanence, ça explose dans tous les sens. Donc voilà, je comprends pas effectivement ce choix. Voilà, peut-être que c'est un blockbuster donc en Chine et pour le Nouvel An chinois, mais alors pour la France, c'est plutôt un blockbuster. Hein. Donc voilà. Donc merci au Méliès. Par rapport aussi à la 3D, il y a un énorme travail sur le son. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le mixage est démentiel dès le début, ça tournoie, etc. Ce qui nous encourage, je vois que vous êtes dans une phase de renouvellement technique, de passer au Dolby Atmos. Le film est mixé en Dolby Atmos, donc pour encore améliorer le rendu des effets tournoyants qu'on a au début. Quand, voilà, même il y a des voix hors champ, ça passe au-dessus, en dessous. Enfin, il y a un potentiel technique incroyable. Donc voilà, c'est vraiment un film qui se prête... j'ai perdu un truc, à la 3D. Et je fais une petite correction aussi sur ce que vous avez dit par rapport à Pixar, qui ne produit pas ces films en 3D, c'est faux. Toutes leurs productions, y compris les dernières, que ce soit Alerte Rouge, Lucas, sont faites en 3D, n'ont jamais été exploitées en 3D. Et le seul endroit où on peut les voir en 3D, je ne sais pas si vous faites attention, vous avez un nouveau produit Apple qui est sorti, qui est leur casque de réalité virtuelle, donc sur lequel l'Apple Vision Pro, sur lequel ils ont un partenariat exclusif avec Disney. Et donc toutes les productions de Disney et Pixar, donc sorties depuis, etc., sont proposées en 3D, et d'ailleurs sur le Disney+, ou pour ceux qui ne sont pas sur Disney+, dans une version 3D stéroscopique. Donc même avec l'arrêt de la commercialisation 3D en salle, que ce soit aux US ou un peu dans le reste du monde, parce que bon, voilà, ce film est un peu un ovni dans l'exploitation cinématographique, il n'y a plus de films en 3D. Je vous ai dit, le dernier c'était Avatar, ça remonte maintenant à quasiment 4 ou 6 mois, et encore c'était le seul. Dune 2 sera à plat, alors que la version Dune 1er était en 3D. Donc Pixar et Disney ont continué à produire malgré tout tous leurs programmes en 3D, sachant que personne ne pouvait les voir. Les seuls qui les ont vus, ce sont les concepteurs chez Disney, etc., dans la perspective, je pense, d'une exploitation future en 3D relief, peut-être parce que ça coûtait finalement pas si cher de le faire en 3D, l'animation en relief. Oui, j'ai fait un petit raccourci dans le sens où les films Disney Pixar en France ne sont pas distribués en 3D. Élémentaire, par exemple, n'a pas été distribué en 3D en France, et ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu ces films-là. Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, vu que c'est relativement simple d'un point de vue théorique, une énorme structure comme Disney Pixar a tout le loisir et les ressources pour calculer ces films en 3D. C'est juste qu'effectivement, les concurrents comme DreamWorks, etc., sont peut-être pas aussi capables de produire ce genre de films. Et donc voilà. Mais donc effectivement, la 3D, bon, peut-être qu'après là, ça va recouper des difficultés que les exploitants rencontrent. Qui sont celles de la 3D, c'est compliqué. Là, pour le coup, je ne parle pas en connaissance de cause, mais je suppose que la 3D pose des défis aux exploitants qui sont spécifiques. Les projecteurs sont peut-être un petit peu vieux, les techniques sont peut-être un peu anciennes, les piles des lunettes tombent à plat. Enfin voilà, donc il y a probablement tout un tas de choses qui font que les exploitants doivent être plus timides en 3D. Mais je vais vous répondre rapidement. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je pense que le principal problème, pourquoi ce film n'est pas joué en 3D, c'est parce que les gens l'ont pas vu. Je parle des programmateurs, d'exploitants. Et s'ils l'ont vu en 2D, donc ils ont fait un peu un rejet. Je ne vais pas ergoter, mais vraiment j'ai eu des discussions avec des camarades qui programmaient des salles qui sont totalement passés à côté du film. Donc ce qui explique peut-être pourquoi ils l'ont peu programmé. Et puis après, effectivement, Maud a raison sur les techniques. Je pense que quand c'est Avatar, ils sont contents de faire de la 3D parce qu'ils savent que des gens vont venir.
quand c'est Le Royaume des Abysses, un film chinois qu'ils ne connaissent pas, ils sont peut-être moins enclins, et effectivement ça implique une logistique, des lunettes, etc. Même nous qui sommes pourtant au taquet, on n'était pas rassurés sur la réussite technique de cette séance, donc c'est dans des multiplexes où ils ont viré les projectionnistes, où il n'y a que des vigiles qui font l'accueil. Je pense qu'ils n'ont pas les reins pour faire de la 3D. Voilà. Et rapidement, avant de vous laisser intervenir, je vous ai vu en Chine. On vient de rencontrer une personne qui s'occupait de la distribution et de la promotion du film auprès de la communauté chinoise en France. C'est très très commun la 3D en Chine, pour le coup. Donc dans le paysage du cinéma chinois, ce film-là n'a pas du tout cette différence-là que par rapport à la France on peut avoir. Donc il y a aussi cette différence-là. Mais normalement, la plupart des séances chinoises de blockbuster, au moins de ce type de blockbuster-là du Nouvel An, sont en 3D et sont pensées pour la 3D dès le début. Et en plus, vu que les boîtes d'animation font aussi des effets spéciaux et que la plupart des films chinois blockbusters sont des films avec beaucoup d'effets spéciaux, je pense qu'il y a quelque chose dans l'industrie chinoise qui travaille la 3D depuis très longtemps et qui la travaille dans les salles avec des projecteurs particuliers. En fait, le marché chinois, c'est un marché qui est très différent du marché mondial, qui est assez fermé, qui fonctionne avec ses propres techniques, ses propres studios, ses propres techniciens. Et je pense que ça crée aussi un décalage avec les salles françaises, les pratiques des exploitants français. Ouais, ce qui explique aussi qu'ils aient pu faire un film. Désolé, hein, madame. C'est juste que le sujet, finalement, recoupe pas mal de trucs dont on voulait discuter. Ça explique que le film puisse, entre guillemets, sacrifier son rendu 2D pour vraiment se consacrer à son rendu 3D aussi, parce qu'en fait le film, alors il est quand même pensé finalement pour le marché mondial, parce que Colorum notamment a vraiment cette ambition de pouvoir résonner dans le monde entier, comme le ferait un Pixar, ou même si c'est pas le nom qui cite en premier, il y en a beaucoup là-bas qui aimeraient aussi pouvoir avoir la résonance d'un Ghibli en fait. Donc ils veulent quand même taper dans le monde entier. Malgré tout, leur première cible, forcément, c'est la Chine, et c'est pour ça qu'ils peuvent, pour faire un film total, aujourd'hui d'animation en Chine, je pense il faut faire un film qui va être explosif en 3D, et qui va vraiment pouvoir donner l'impression comme ça de s'étendre dans toute la salle, avec sa profondeur, avec son relief. Alors, je ne sais pas si on m'entend. On vous entend très bien. Ce que je trouve assez impressionnant avec ce film, c'est tout ce qui est gestion des fluides. Quand on regarde les films actuels, comme ce film il a été pensé des années en avant, il n'y avait pas forcément le même niveau au niveau des VFX. Et je me dis que pour proposer des visuels proches de la peinture et des fluides comme ça, ils ont dû faire beaucoup de recherches et ça doit faire partie du temps. C'est pas forcément les rendus, mais quand même un peu. Mais on voit qu'ils ont certainement développé des technologies pour ce film. Et je l'ai vu en 2D. Là, je suis revenue voir en 3D. Il est déjà très beau en 2D, même moins lisible. C'est vraiment beaucoup de couleurs. On voit qu'il y a une gestion qui a été faite. Oui, et je pense que ça rejoint un petit peu ce dont on parlait brièvement sur les effets spéciaux. C'est que si vous voyez un blockbuster chinois un petit peu traditionnel, vous allez voir que les ciels vont être complètement verts et l'herbe elle va être complètement bleue. Enfin, en fait, la colorimétrie dans les films chinois, dans certains films chinois, mais par exemple, avant on parlait de The Bride with White Hair, qui est un film de 2015 par exemple, il y a un côté complètement surréaliste des paysages qui vont être c'est-à-dire qu'on va mettre des personnages en scène dans une sorte de Chine médiévale fantasmée, et ce fantasme, donc la dame qui parlait de fantasme est partie, mais cette notion de Chine fantasmée, elle va être aussi mise en image par le biais de couleurs complètement abstraites, complètement impressionnistes. Et là, donc il y a cet héritage chinois. Il y a des trucs qui font évidemment penser à du Van Gogh aussi. Il y a des choses qui font penser à l'usage de la couleur que va faire Ghibli ou Disney Pixar. Donc il y a une forme effectivement d'amalgame de tout un tas de techniques sur la couleur, sur la manière de traiter les textures, de sorte à convoquer tout un tas de choses. Enfin, moi je trouve qu'il y a des moments en fait presque où les personnages où ça devient difficile de savoir ce qu'on regarde, parce que les personnages deviennent des sortes de filaments comme ça. Sur la fin, où tout se désagrège comme ça, moi j'ai été assez bluffé de me rendre compte que les personnages qui avaient une consistance auparavant deviennent comme ça une sorte de sable. Ils vont complètement se désagréger dans l'arrière-plan. Cet arrière-plan qui n'a aucun sens réaliste, alors qu'en même temps la texture des visages et de la peau va être extrêmement réaliste. On va voir les pores de la peau, on va voir la manière dont l'eau va couler le long d'une joue. Ça va être très 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 réaliste. Donc j'aime beaucoup moi ça dans le film, cette sorte de cohabitation à la fois d'un traitement de l'image extrêmement réaliste d'un côté et en même temps pas du tout réaliste. Ce film il n'est pas réaliste, non. Enfin, ce serait absurde de dire que c'est réaliste, mais en même temps c'est très bizarre
Enfin, il y a des moments comme ça, sur certaines textures qui sont extrêmement précises, extrêmement photoréalistes presque. Donc c'est un film un peu Frankenstein en fait, qui va combiner tout un tas d'influences. Il va les mettre au même endroit et après avec la 3D, en plus ça mélange encore plus de choses. Et le film est complètement foisonnant sur cet aspect-là, je pense. Et je pense qu'effectivement, en termes de technique, alors tu avais cherché, il y a peu de making-of et il y a peu de ressources qui sont disponibles. Pour l'instant, ouais. Ça viendra peut-être. On espère que ça viendra, ouais, parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et en tout cas, moi, j'ai jamais vu un film d'animation, même Spider-Verse, par exemple, qui est un film qui a été beaucoup applaudi et à raison, hein, pour ses usages de différentes techniques et de différents motifs. Même des films comme Spider-Verse ou Puss in Boots 2, qui sont des films comme ça américains, qui vont repousser un petit peu certaines limites de ce qu'on pouvait penser être conventionnel, vont pas aussi loin en fait que ça. Et je pense qu'il y a des nouvelles techniques qui sont développées de l'animation et qui sont mélangées avec d'anciennes techniques pour créer des choses nouvelles. Enfin, il y a quelque chose d'assez passionnant, je pense, avec l'animation chinoise qui, par le fait qu'elle fonctionne en vase clos, pour s'adresser à un public chinois d'abord, puis un public mondial ensuite, lui permet probablement d'atteindre un niveau d'individualité qui est peut-être assez spécifique. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les films chinois, en général, les blockbusters chinois et les films d'animation chinois en particulier, ont une identité qui leur est très propre. Est-ce que c'est typiquement chinois ? Je ne pense pas, évidemment, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'industrie qui, vu qu'elle fonctionne en vase clos avec les mêmes techniciens, etc., va pouvoir produire des techniques nouvelles, des associations de techniques qui n'étaient pas faites avant et qui ne sont pas pratiquées par d'autres studios concurrents, et qui vont comme ça permettre de créer des choses complètement délirantes et complètement nouvelles qu'on n'a jamais vues, quoi. Est-ce que le résultat est réussi ? En l'occurrence, moi je pense que oui pour ce film-là, et non pour pas mal d'autres films quand même. Bride with White Hair, honnêtement, c'est vraiment pas bien. Voilà, il y a quelque chose d'assez fascinant en fait dans le blockbuster chinois, mais ça fait 10 ans en fait, 10-20 ans en fait. Dès 2005, il y a des films complètement délirants d'un point de vue des effets spéciaux en Chine qui sont sortis et qui continuent en fait de sortir, et en fait que nous on passe complètement à côté, à part quelques films de Zhang Yimou qu'on a l'occasion de voir, ou quelques sorties comme ça très ponctuelles. On voit très peu en fait de blockbusters chinois du Nouvel An, je trouve. Il y en a un qui est sorti il y a une semaine ou deux qui s'appelle Creation of Gods, qui est sorti sur 2 semaines justement parce que le distributeur qui était une filiale chinoise voulait pas faire trop de promo. Il y a eu 13 000 personnes qui sont venues voir en 2 jours. Et c'est impressionnant, effectivement, c'est des films qu'on voit plus du tout en Europe, mais depuis la pandémie, en fait, c'est un marché qui s'est, enfin, c'est une débouchée qui s'est refermée, en tout cas les films chinois qui vont en Europe. Oui, et même leurs différentes, je sais pas s'il y a des personnes qui ont vu La Grande Muraille ici. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est un petit peu un film un peu bizarre. À un moment, la Chine a essayé de s'exporter aux États-Unis et produire des films chinois aux États-Unis, mais qui du coup sortent encore une fois de produits de Frankenstein. Et moi, je trouve que ces moments de rencontre entre plusieurs industries sont vraiment passionnants, parce qu'on va voir vraiment des esthétiques et des techniciens rentrer en contact, et ça va faire des films qui sont plus que la somme des techniques qu'ils additionnent. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez passionnant avec ce film-là aussi. Et de toute façon, je pense que même s'il y a le côté produit en vase clos, ce film et de manière générale les films d'October Media et plus globalement de Color Room sont quand même des films qui savent très bien qui sont leurs concurrents, en tout cas qui ont leurs concurrents et qui veulent aller marcher sur les plates-bandes de ces concurrents. Donc il y a Pixar qui était ouvertement ciblé. Pixar et Ghibli qui étaient ouvertement ciblés par la personne, je crois, qui était à la direction de Color Room en 2015 quand ça a été fondé. Et c'est vrai que moi je trouve ça intéressant que tu aies mentionné Spider-Verse, parce que je m'y attendais pas en arrivant en salle tout à l'heure. Mais moi c'est le film auquel j'ai le plus pensé en voyant là le film en 3D. C'est que je me suis dit, c'est drôle, mais je pense que ce film représente une sorte d'horizon de ce que souhaiterait atteindre Sony Animation Pictures en termes de mélange de techniques. Et en termes de réussite technique de ce mélange de techniques, je trouve que Spider-Verse 2, enfin celui qui est sorti l'année dernière, tente parfois des choses qui s'approchent en termes d'ambition de ce film-là, mais sans jamais se départir d'un côté un peu fouillis. Bon là je fais le lien avec un épisode dans l'intervalle que vous pourrez écouter si vous voulez, hein. On en a parlé il y a 2 épisodes ou 3. Et effectivement, sans se départir de ce côté fouillis et de ce heurt des techniques qui n'arrivent pas tout à fait à s'harmoniser. Et je trouve que ce film, vraiment parfois quand il y a les effets de peinture numérique, déjà j'aime beaucoup moi ce côté peinture totalement numérique qui va inonder l'écran, enfin c'est un truc qui me plaît bien. Et quand effectivement, tu le citais, ce photoréalisme va se mélanger avec les effets de peinture numérique, avec les particules qui sont complètement caricaturales, de l'eau, etc., vont toutes se mélanger.
Et puis même les moments en 2D du film sont hyper chouettes aussi. Il y a beaucoup de choses quand même qui s'harmonisent, je trouve, hyper bien et qui arrivent à fonctionner ensemble. Alors peut-être que c'est grâce à la 3D qu'on arrive à séparer un peu les couches aussi. Peut-être que Spider-Verse aurait pu travailler là-dessus et que ça aurait peut-être été moins fouillis, j'en sais rien. Mais il y a cet aspect où en fait le film, quand on le voit, il va tisser des liens entre plein de directions différentes que vont pousser aujourd'hui les différents types de cinéma qui veulent exister en volume en fait. Là je parle pas du relief mais vraiment du volume. Je pense que c'est... Non, si mon mot de navré, il faut conclure. On n'a pas prévu assez de temps, mais le temps nous est imparti. Merci beaucoup à vous deux. Je vais vous laisser le mot de la fin si vous le souhaitez, quand même. Et puis je vous remercie le public d'avoir participé à ce podcast, un peu pas improvisé, mais en tout cas en live. Et n'hésitez pas à voir le travail que fait Intervalle, parce qu'il est remarquable. Et puis je vous laisse le mot de la fin. Non, mais merci beaucoup à vous tous et toutes, et à Alan et au Méliès de nous avoir invités, et à toutes les personnes qui ont intervenu ou qui ne sont pas intervenues mais qui n'en pensaient pas moins. Je vous invite à surtout essayer de découvrir les prochains films d'animation chinois que j'espère le Méliès passera, mais j'en suis sûr. Parce que en fait, je pense qu'il y a quelque chose, même si les films ne sont pas forcément au niveau qualitatif de certaines autres productions, il y a vraiment, je pense, quelque chose qui se joue en ce moment de l'ordre d'une nouveauté qui est en train d'apparaître, et je trouve ça toujours passionnant en fait de voir ça avec l'animation en général et le cinéma aussi. Et je pense que là on a assisté avec cette projection à l'apparition d'une forme qui n'est pas forcément nouvelle et révolutionnaire, mais qui au moins progresse dans une direction dans laquelle on n'avait pas l'habitude de progresser. Et je trouve ça passionnant, peu importe ce que le film fait finalement à la fin. Voilà, je pense que c'est important de souligner cet aspect assez foisonnant, quoi. Encore merci à tous et toutes et au Méliès. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.